Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui intitulé « Le myélome multiple en première ligne, le suspecter, l'investiguer et le prendre en charge ». Mon nom est Franck Courjal, je suis directeur des affaires scientifiques chez The Binding Site pour le Canada et j'agirai en tant que modérateur pour cet événement. Nous sommes très heureux de vous offrir ce séminaire éducationnel interactif qui est présenté par LabRoots et sponsorisé par The Binding Site. The Binding Site est une compagnie internationale qui a son siège social à Birmingham, au Royaume-Uni, où elle a été fondée il y a plus de 25 ans par des chercheurs de l'université. C'est sur ces bases scientifiques solides que The Binding Site développe et fabrique des produits spécialisés pour le diagnostic et le suivi clinique de patients présentant des maladies telles que les cancers du sang ou des maladies immunitaires. Mais pour plus d'informations, je vous invite à visiter le site web www.thebindingsite.com. Avant de commencer, j'ai quelques points importants à vous mentionner. Ce webinaire se veut interactif et je vous encourage donc à poser des questions tout au long de la présentation. Vous pouvez soumettre vos questions en les tapant dans la boîte notée Q&A à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur le bouton vert Q et A dans le coin en bas à gauche de l'écran de présentation. Nous efforcerons de répondre à autant de questions que possible dans le temps imparti. Vous pouvez également agrandir la fenêtre de présentation en cliquant sur l'icône dans le coin en bas à droite. Et si vous avez un quelconque problème technique pour voir ou entendre cette présentation, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton support en haut à droite de la fenêtre ou encore en utilisant le bouton vert à nouveau Q&A en bas à gauche. Comme je le disais plus tôt, ce webinaire est éducationnel. Il offre donc des crédits d'éducation continue. Donc, quand la présentation sera terminée, vous êtes invité à cliquer sur le bouton CE qui est dans le coin en bas à gauche pour accéder à la page qui vous donnera des instructions à suivre afin d'obtenir vos crédits de formation. Voilà, donc maintenant je voudrais accueillir votre présentateur, en fait votre présentatrice devrais-je dire, pour ce séminaire. Il s'agit du docteur Julie Côté, qui est une jeune et talentueuse hémato-oncologue, qui a obtenu son doctorat en médecine en 2009 à l'Université Laval de Québec et qui a complété ses résidences en médecine interne, en hématologie et en oncologie médicale par les années subséquentes. Elle s'est ensuite spécialisée par une formation clinique postdoctorale en dyscrasie plasmocytaire au prestigieux Centre canadien de cancer et de renommée internationale que vous connaissez sans doute, le Princess Margaret Cancer Center à Toronto. Elle fait maintenant partie de l'équipe médicale du Centre hospitalier universitaire de Québec, où elle s'intéresse plus spécialement aux myélomes multiples et autres maladies de cette famille. Elle est d'ailleurs membre de Myélome Canada et du réseau de recherche de Myélome Canada. Je laisse maintenant la parole à Dr Julie Côté pour sa présentation. Merci beaucoup. Alors, ça me fait grand plaisir aujourd'hui de vous présenter ce webinaire sur le myélome multiple en première ligne. C'est un sujet de grande importance parce qu'il faut le reconnaître, le myélome multiple, lorsqu'il se présente à nous en clinique et c'est important de le prendre en charge rapidement. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, je n'ai aucun conflit d'intérêt et les objectifs seront vraiment d'abord de reconnaître les symptômes et les signes cliniques du myélome multiple. Ensuite, on va parler de l'investigation. Comment investiguer la présence d'une paraprotéine monoclonale de façon adéquate et complète, bien sûr en restant toujours dans un contexte de première ligne. Parce qu'en fait, c'est un webinaire qui est vraiment pour les médecins de famille et pour les internistes qui vont voir les patients avec myélome multiple qu'on va suspecter dans la première ligne de notre système de santé. Et le dernier point, en fait, c'est de reconnaître l'importance d'une prise en charge rapide du patient atteint de myélome multiple et vous allez comprendre pourquoi. Le plan de la présentation est assez simple, donc on va suivre les trois objectifs. Premièrement, je vais vous introduire le myélome multiple. Ensuite, on va parler vraiment quand suspecter le myélome. Et pour ça, je pense que c'est important de traverser la présentation clinique du myélome, mais aussi les différents critères diagnostiques. Et il y a des nouveaux critères diagnostiques qui ont été établis en 2014 et on va passer à travers pour bien clarifier qu'est-ce qu'on entend par un myélome multiple actif. Deuxièmement, on va parler de quelles investigations demander pour faire le bilan et ensuite quand référer et comment prendre en charge les patients rapidement en première ligne. Par la suite, ce sera la conclusion et bien sûr la période de questions. Donc, en introduction, tout d'abord, le myélome multiple, l'âge moyen de présentation est d'environ 65 ans.
Il faut garder en tête, par contre, qu'il peut y avoir des cas exceptionnellement qui vont se présenter chez des jeunes adultes. Donc, c'est pas parce qu'un patient a 35 ans qu'un myélome multiple est complètement exclu. C'est sûr que c'est beaucoup moins fréquent que chez la personne âgée, par exemple, de 75-80 ans, mais si on le suspecte, il ne faut quand même pas l'exclure d'emblée, juste basé sur l'âge du patient. 8 Canadiens par jour sont diagnostiqués du myélome multiple, donc c'est une maladie qui est fréquente. Encore aujourd'hui, c'est malheureusement incurable, mais de plus en plus, on a de meilleurs traitements, ce qui fait que c'est une maladie qui est traitable et la survie médiane maintenant est meilleure. On parle d'environ 7 à 10 ans de survie médiane. Le myélome multiple, en fait, c'est une tumeur qui origine des cellules plasmocytaires de la moelle osseuse. Ici, vous avez une illustration du plasmocyte. Donc, c'est ce qu'on va voir lorsqu'on fait un frottis médulaire. Le plasmocyte est une cellule bleutée avec un noyau et un cytoplasme. Donc, vous voyez la zone plus claire autour qui est assez étendue. Alors, c'est ce qu'on va détecter dans la moelle osseuse. Et en fait, le plasmocyte, c'est la cellule qui, de base, va sécréter nos immunoglobulines, nos anticorps. Le problème devient lorsque cette cellule-là devient anormale et produit trop d'immunoglobulines, trop de paraprotéines et de façon monoclonale. Je vais y revenir un petit peu plus tard dans l'investigation, mais tout est à départ de la moelle osseuse et cette paraprotéine qui sera sécrétée va amener les différentes présentations cliniques et complications en lien avec le myélome multiple. Donc, quand suspecter le myélome multiple, je commence tout d'abord par vous illustrer les multiples visages du myélome multiple. J'ai 4 exemples de patients qui peuvent se présenter à vous de différentes façons, dans différents contextes, juste pour vous exprimer cette multitude de visages clinique du myélome multiple. Alors, le premier patient, un homme de 68 ans qui se présenterait par exemple à l'urgence pour une grosse diminution de l'état général avec une douleur dorsale très importante. Au bilan, rapidement, on détecte une anémie avec une hémoglobine à 75, une insuffisance rénale avec une créatinine à 190 et un calcium élevé. On fait une radiographie de la colonne rapidement et on voit qu'il y a de multiples lésions osseuses lithiques. Alors, voyez-vous, ça, c'est un exemple de cas très floride, très aigu, présentation classique, en général bien reconnu par les médecins de première ligne, car très évident au niveau de la présentation. Et c'est bien sûr un patient qui a besoin d'être pris en charge rapidement. Par contre, parfois le myélome peut se présenter de façon un peu plus sournoise, plus subtile. Le deuxième patient que je vous présente pourrait être une femme de 62 ans qui se présente pour être évaluée au bureau d'un médecin de famille pour une anémie progressive. Alors là, c'est au travers du bilan qu'on va peut-être découvrir une paraprotéine pour expliquer cette anémie progressive. Troisième patient pourrait être un homme de 78 ans qui se présente encore une fois au bureau, cette fois-ci peut-être de l'interniste ou du néphrologue, pour une évaluation d'une insuffisance rénale et progressive. Et un autre exemple, le patient numéro 4, une femme de 42 ans, se présente évaluée au bureau initialement pour une douleur à l'épaule gauche. C'est une douleur qui est chronique, mais qui est exacerbée récemment. On fait un bilan de base sanguin qui est normal à ce moment-là. Une radiographie de l'épaule gauche qui est normale aussi. Donc, comme ce qui est standard et fréquent, c'est plus une douleur musculo-squelettique, on la réfère en physiothérapie. 6 mois plus tard, elle est évaluée au sans rendez-vous. Elle est un peu mieux au niveau de l'épaule gauche, mais la fatigue s'installe et on fait une prise de sang et là, l'hémoglobine est abaissée à 108 grammes par litre. On est au sans rendez-vous rapidement. La dame a déjà eu des saignements gynécologiques abondants, connus, des antécédents d'anémie fériprive. On lui prescrit du fer. Et 3 mois plus tard, là, la douleur à l'épaule gauche est vraiment incapacitante. Elle reconsulte. Une résonance magnétique est demandée pour tirer ça au clair et on trouve des lésions lithiques multiples, dont une de 2 cm à la tête humérale. Donc, voyez-vous, cette 4e patiente-là, plus jeune, une présentation très non spécifique d'une douleur osseuse à l'épaule gauche initialement, un délai d'environ 6, puis après ça 3 mois, donc un 9 mois au total d'investigation, jusqu'au moment où la patiente se présente avec une complication réelle, soit une lésion lithique là, à la tête humérale et en plus de l'anémie.
Donc, voyez-vous, le myélome multiple, le suspecté, c'est pas toujours facile. C'est souvent sournois, va se présenter par des symptômes et des signes parfois qui sont complètement non spécifiques et qui peuvent se présenter à différents stades de la maladie. Le patient peut se présenter de façon floride comme notre premier patient et là à nécessiter un traitement, versus il peut se présenter aussi au stade plus précoce de gammapathie monoclonale de signification indéterminée ou MGUS. Et il faut donc y penser et être à l'affût parce que vous voyez que le myélome, c'est un spectre au niveau de la maladie. Et ce tableau-là, je l'ai mis parce que je trouve ça très intéressant. C'est une étude, en fait, qui a regardé des patients au moment de leur présentation initiale avec les symptômes cliniques du myélome multiple. Et comme vous voyez, la majorité de ces patients-là se sont présentés au médecin de famille en première ligne. Alors, c'est pourquoi le webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment pour informer les médecins de première ligne sur le myélome, comment le suspecter et comment l'investiguer. Parce que de le diagnostiquer de façon précoce, c'est primordial. Parce que tout délai dans le diagnostic et la prise en charge d'un patient avec myélome multiple va amener des complications. Et encore une fois, une étude à l'appui, c'est une étude rétrospective ici de 92 patients qui a été publiée en 2007. Et c'est des patients qui ont été diagnostiqués d'un myélome multiple des années 2001 à 2006. Et on voit que la durée des symptômes de plus de 6 mois avant le diagnostic du myélome multiple, c'était chez plus de 40% des patients. Donc, environ la moitié des patients ont des symptômes depuis les 6 derniers mois au moins, et ils sont dans notre système de santé. Malheureusement, on ne suspecte pas le myélome et ça entraîne un délai dans le diagnostic. Ça reste des symptômes très sournois et des fois non spécifiques au diagnostic. Regardez ici les symptômes les plus fréquents à la présentation initiale. On parle de douleurs osseuses dans 67% des cas et de fatigue dans 14% des cas. Et pourquoi c'est important de le diagnostiquer précocement? Ici, vous avez l'intervalle entre le moment du symptôme clinique qui se présente et le diagnostic. Et on voit que lorsque cet intervalle, ce délai dans la prise en charge s'allonge, donc par exemple à plus de 6 mois, le taux de patients avec des complications augmente de façon importante. Et lorsqu'on parle de complications, on parle de complications sévères, importantes. Regardez dans la dernière colonne de droite, lorsque le délai est de plus de 6 mois, ce qu'on va noter, c'est des complications d'anémie, des complications osseuses et des complications rénales. Et c'est pas banal, parce qu'un patient peut se présenter avec une fracture médulaire, une fracture vertébrale qui va générer de la douleur, parfois même des compressions neurologiques. La maladie rénale, des fois les patients vont nécessiter de la dialyse si on est rendu à un stade très avancé. Donc c'est vraiment des stades de complications qu'on doit éviter à tout prix. Et je vous ai mis quelques statistiques intéressantes ici parce que c'est difficile de savoir quand suspecter le myélome multiple pour des plaintes parfois tellement non spécifiques d'une douleur osseuse, d'une anémie, d'une fatigue. Alors ici, c'est une donnée qui nous dit que selon une étude aux États-Unis, de tous les patients en première ligne avec douleur dorsale, moins d'1% auront une tumeur ou une métastase. Donc c'est sûr que ça demeure moins fréquent que les pathologies musculo-squelettiques fréquentes, mais il faut y penser et je vais essayer de vous donner des trucs ou du moins de l'information pour pouvoir suspecter les cas chez qui on doit pousser plus loin. Et voyez-vous aussi une étude au Danemark qui a regardé des patients avec ostéoporose et un patient sur 20 présentait soit une paraprotéine monoclonale ou un myélome multiple au bilan. Et d'ailleurs, ici, vous avez les recommandations, les lignes directrices de 2010 pour le diagnostic et le traitement de l'ostéoporose au Canada. Et on voit que c'est tout de même recommandé pour des patients qui se présentent avec ostéoporose, par exemple, d'effectuer une électrophorèse des protéines sériques pour les patients ayant des fractures vertébrales. Donc, au moins, ça fait partie du bilan de l'ostéoporose, mais c'est un des visages du myélome multiple, mais comme je vais vous le présenter, il y a multiples visages.
En effet, donc, la présentation clinique d'un myélome multiple, 73% des cas, donc très fréquemment, ça va être de l'anémie. Alors, un patient qui se présente avec anémie, important de penser, pourrait-il y avoir une paraprotéine monoclonale sous-jacente, un myélome qui pourrait expliquer cette anémie chez le patient? Douleur osseuse, près de la moitié, même 60% des patients, et c'est surtout une atteinte osseuse qui va être au squelette axial, donc les côtes, la colonne, le bassin. Bien sûr, ça exclut pas non plus qu'il pourrait avoir une atteinte plus au niveau des membres, mais c'est majoritairement au niveau du squelette axial. Et attention, parce que des fois, il peut y avoir des symptômes aussi de compression neurologique en raison d'une atteinte osseuse. Ensuite, ça peut se présenter avec une créatinine élevée dans 50% des cas. Donc, on va faire un bilan sanguin. On trouve une insuffisance rénale aiguë ou une détérioration d'une insuffisance rénale chronique. Mais c'est peut-être qu'il y a une paraprotéine qui est en train de causer du dommage. Symptômes non spécifiques, peut y avoir de la fatigue, de l'hypercalcémie aussi peut être retrouvée, mais plus dans autour de 30% des cas, donc quand même pas le symptôme qui arrive au premier plan. On parle plus de l'anémie, des douleurs osseuses au premier plan, et la perte de poids chez environ le quart des patients. Je vous ai mis ici le spectre parce que la présentation clinique va dépendre beaucoup du stade auquel le patient se situe. Donc, tout myélome multiple symptomatique actif qui nécessite un traitement évolue de stade plus précoce et le premier, c'est le stade de MGUS, vraiment la gammapathie monoclonale de signification indéterminée, pour ensuite évoluer vers un myélome multiple indolent, puis un myélome multiple symptomatique. Donc, le patient qui se présente à vous peut se situer dans l'un ou l'autre de ces trois stades. C'est pourquoi il est important de connaître les critères qui définissent chacun des stades. Alors, si on parle du myélome multiple symptomatique, parce que ça va être souvent le cas Floride que vous allez découvrir en clinique et qui a besoin d'une prise en charge rapide parce qu'il y a un myélome actif qui doit être traité. Donc ici, je reprends, ce sont les nouveaux critères diagnostiques qui ont été élaborés en 2014 et ça prend plusieurs critères pour parler d'un myélome multiple symptomatique et actif. Le premier critère ici, c'est soit d'avoir des plasmocytes dans la moelle qui sont anormaux à plus de 10%, et ça va être déterminé avec la biopsie de la moelle osseuse. Donc souvent, ça va être un examen de deuxième ligne avec l'interniste ou vraiment un examen qui va être fait lorsque vous allez référer le patient au centre de référence, et ça nous aide à déterminer la plasmocytose médulaire et donc le stade clinique du patient. Donc, une plasmocytose médulaire de plus de 10%, ou encore si on a un plasmocytome osseux ou extramédulaire qui va être confirmé par biopsie. Et ça, peut-être que vous allez en voir en clinique. Patient qui se plaint d'une nouvelle masse, on fait par exemple à la voûte crânienne, on fait une imagerie et on trouve ce qu'on appelle un plasmocytome qui est, comme vous voyez dans la figure du bas à gauche, un amas de plasmocytes en lien avec l'os, autour de l'os, qui a grugé l'os et qui donne vraiment cet aspect de plasmocytome. Et lorsqu'on biopsie cette masse-là, c'est des plasmocytes que l'on va retrouver. Ou encore, on peut trouver un amas de plasmocytes au niveau de la peau. Et vous voyez la photo ici, ça donne une lésion qui peut être un peu bleutée, violacée. Et ce qui nous prouve que c'est des plasmocytes, c'est une biopsie. Alors, souvent, ça quand même, la biopsie peut être demandée à la première ligne ou sinon va être effectuée par le centre de référence pour aller prouver qu'on a vraiment des plasmocytes monoclonaux, soit dans la moelle ou dans un plasmocytome. Alors ça, c'est notre premier critère. Et le deuxième critère, c'est que ça prend vraiment la présence d'un critère qui va définir le myélome. Donc, soit une atteinte d'organe cible ou ce qui est nouveau depuis 2014, c'est la présence d'un biomarqueur. Commençons par l'atteinte d'un organe cible, c'est le fameux crabe que l'on connaît et je vous ai juste remis les différentes variables du crabe pour se les remettre en tête. Alors quand on dit crabe, le C c'est pour hypercalcémie, donc vous avez certaines valeurs, mais lorsque le calcium est élevé, ça c'est une atteinte d'organe cible qui cote pour un critère diagnostique du myélome multiple actif.
Le R, c'est pour l'insuffisance rénale, donc un patient qui aurait une créatinine très élevée ou encore une clairance de la créatinine abaissée. Le A pour l'anémie. Alors l'anémie, ça peut être une hémoglobine en bas de sang, ça c'est une anémie qui est considérée sévère, mais ça peut aussi être tout simplement une baisse de l'hémoglobine du patient par rapport à son niveau de base d'environ 20 grammes par litre. Alors ça peut être parfois difficile à diagnostiquer au niveau de l'anémie, mais toujours se faire une idée de base du taux d'hémoglobine du patient et voir s'il y a une baisse significative en dessous de la limite inférieure de la normale. Et le B, c'est pour les lésions osseuses et ça prend au moins une lésion osseuse qui va être décrite comme étant lithique. Donc, vous voyez ici l'image, ça fait vraiment des trous. Alors, c'est pas une lésion qui va être blastique, mais lithique. Et vous voyez sur les radiographies qu'on voit tout de même bien le dommage osseux. Mais ça pourrait aussi être identifié maintenant par TACO, TEP-scan, parce que ce sont des examens beaucoup plus sensibles pour détecter la maladie osseuse qu'une simple radiographie. Et la lésion doit tout de même quand même avoir une certaine taille, à peu près 5 mm et plus, pour être considérée comme significative. Donc, si on récapitule, lorsqu'on parle d'un myélome multiple actif qui doit être référé rapidement en hématologie pour débuter un traitement, c'est un patient qui va présenter, lorsque vous regardez la ligne du bas, qui va présenter un élément du CRAB en première ligne, donc une hypercalcémie, de l'insuffisance rénale, de l'anémie ou une lésion osseuse lithique. En plus de présenter le premier critère, si vous regardez sur la ligne du haut, qui est la présence de plasmocytes anormaux, de plasmocytes monoclonaux, soit qu'on va aller prouver par la biopsie d'un plasmocytome ou par la biopsie de la moelle osseuse, où on va mettre en évidence la population de plasmocytes anormaux. Depuis 2014, ce qui est nouveau, c'est qu'on considère aussi la présence de certains biomarqueurs comme étant équivalents au fameux CRAB que l'on connaît et comme étant des critères qui vont définir une atteinte diagnostique du myélome multiple actif. Et ces biomarqueurs-là ont été établis parce que les patients qui vont les présenter ont un risque de progression vers un myélome multiple qui est évalué à plus de 80% sur 2 ans. Donc, on sait que c'est des patients qui vont évoluer et que plutôt de les observer et d'attendre malheureusement une complication comme une fracture vertébrale, on va plutôt traiter ces patients-là de façon précoce. En fait, c'est un peu les fameux patients de myélome multiple indolents qui étaient observés antérieurement, mais qui étaient à haut risque de progression, que là, on dit non, on vous considère comme un myélome multiple actif et on va commencer à vous traiter précocement pour éviter cette progression avec des complications fâcheuses. Et les biomarqueurs, c'est le premier, il y en a 3. Le premier, c'est d'avoir des plasmocytes médulaires, donc dans la moelle, lorsqu'on va faire la biopsie de moelle, de plus de 60%. Donc, un patient qui n'aurait aucun CRAB, qui aurait une paraprotéine circulante et on fait la biopsie de moelle et on trouve 70% de plasmocytes, ça va être un patient qu'on va considérer pour un traitement. Le deuxième biomarqueur, c'est les chaînes légères libres sériques, qui est un test qui est maintenant disponible. Et lorsqu'on regarde la chaîne légère impliquée sur la non impliquée, donc le ratio des chaînes légères libres sériques, lorsqu'il est élevé à plus de 100 et que la chaîne légère impliquée est à plus de 100 mg par litre, c'est un critère qu'on voit ces patients qui évoluent sur 2 ans là, vers un haut risque de myélome multiple actif. Donc, ils sont maintenant aussi considérés comme un critère de traitement du myélome multiple, parfois un peu controversé si on se base seulement sur ce critère-là. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard là, sur le test là, des chaînes légères libres sériques. Vous allez voir que c'est un test qu'on utilise de plus en plus de par sa sensibilité, donc fait partie de notre bilan de base d'une paraprotéine, mais c'est une valeur aussi qui peut fluctuer, varier. Donc, c'est une nouvelle notion qui fait partie de nos 3 biomarqueurs là, du myélome multiple symptomatique. Et le dernier, c'est en fait de trouver des lésions osseuses focales à la résonance magnétique, encore une fois, de plus
de 5 mm ou plus au niveau de la taille de la lésion. La résonance magnétique, je vous en parle juste quelques instants, c'est une technique d'imagerie qui est très, très sensible et c'est reconnu comme dépistant des défauts osseux, des déficits osseux très précoces. Donc, c'est pour ça que ça fait partie maintenant de notre arsenal d'imagerie chez les patients avec myélome multiple pour essayer de détecter la maladie de façon très précoce. Alors, je vous ai mis ici une diapo résumée vraiment de nos critères nouveaux depuis 2014 pour le diagnostic d'un myélome multiple symptomatique actif. Je vous dirais que pour la première ligne, c'est vraiment un patient avec un CRAB, donc hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie ou lésion osseuse lytique. C'est un patient qui doit être référé rapidement parce que d'emblée, on a notre critère de traitement. Parfois, c'est pas toujours facile de savoir si c'est vraiment en lien avec la paraprotéine. C'est notre rôle, nous, ça, en ligne tertiaire au niveau du centre de référence, de faire la biopsie de la moelle osseuse, parfois de pousser l'investigation avec des résonances, par exemple, pour essayer de bien stadifier le patient et de le prendre en charge correctement. En clinique aussi, en première ligne, vous allez être exposé beaucoup au stade le plus précoce qu'on appelle le MGUS, la gammapathie monoclonale de signification indéterminée. En gros, c'est qu'on a une protéine qui est là, mais qui est à faible niveau. Donc, souvent, la protéine monoclonale sérique va être inférieure à 30 grammes par litre et au niveau de la moelle, on va avoir moins de 10% de plasmocytes clonaux. Donc, un petit peu de protéines, mais elle ne cause pas de dommages. Donc, vous n'aurez pas de critères qui définissent le myélome, le fameux CRAB ou nos fameux 3 biomarqueurs, et il n'y aura pas non plus d'évidence d'amyloïdose. L'amyloïdose, c'est tout un autre chapitre en soi. Peut-être juste un point, savoir parfois que les amyloïdoses peuvent, en fait, en général, les amyloïdoses se présentent avec un faible clone plasmocytaire qui peut donner le change pour un MGUS, mais c'est là qu'il faut avoir la puce à l'oreille parfois, là, si on a des suspicions cliniques d'amyloïdose dans un tel cas, mais ça ferait l'objet d'une autre présentation complète. Pour ce qui est du myélome multiple indolent, en fait, c'est l'entre-deux. Donc, vous avez un petit peu plus de protéines, donc une protéine monoclonale sérique à plus de 30 grammes par litre, ou encore une protéine urinaire qui est à plus de 500 mg par 24 heures, ou lorsqu'on va faire la biopsie de moelle, on a entre 10 et 60% de plasmocytose médulaire. Et encore une fois, ce sont des patients qui n'ont pas de critères qui définissent le myélome, pas de CRAB, pas de biomarqueurs, et il n'y a pas d'amyloïdose non plus. C'est important de faire la distinction entre ces deux stades et souvent, je vous dirais à nouveau, c'est le centre de référence qui va faire la distinction entre un MGUS et un myélome multiple indolent, car ça prend une biopsie de la moelle osseuse, ça va prendre peut-être une imagerie osseuse plus poussée, comme une résonance de la colonne, un TEP scan par exemple, pour bien définir si le patient est au niveau du stade de MGUS, myélome multiple indolent, ou si au contraire, il est au stade de myélome actif qu'on a discuté préalablement. Parce que vous voyez, le MGUS, le risque de progression vers un myélome multiple est beaucoup plus faible. On parle de 0,5 à 1% par année, versus le myélome multiple indolent, où le risque de progression vers un myélome multiple est de 10% par année les premières 5 ans, 3% par année les 5 ans d'ensuite et 1% par année par la suite. Donc vraiment, le risque n'est pas le même, donc le suivi clinique n'est pas le même non plus. Un MGUS peut, bien stable, peut être suivi par exemple aux années, alors qu'un myélome multiple indolent, sachant le risque de progression plus grand vers un myélome actif, va davantage être suivi par exemple aux 3 à 6 mois, là, dépendamment du tableau clinique, là. Donc, en première ligne, lorsque vous avez un tableau de MGUS, il faut savoir un peu les facteurs de risque de progression de ce MGUS. Parce que même dans l'entité de MGUS, il y a des niveaux de risque.
Donc, les facteurs de risque de progression, lorsque la paraprotéine monoclonale sérique est de plus de 15 grammes par litre ou que le sous-type n'est pas IgG, donc un IgA par exemple, ou que le ratio des chaînes légères libres sériques est anormal, soit inférieur à 0,26 ou plus grand que 1,65, ce sont des facteurs de risque de progression du MGUS vers un stade plus avancé. Et voyez ici, lorsque l'on a 0 de ces critères, le risque absolu de progression sur 20 ans du MGUS est très faible. On parle de 5 %. Par contre, si on met un patient qui aurait les 3 critères, donc par exemple un IgA à 17 grammes par litre avec un ratio des chaînes légères anormal, son risque absolu de progression sur 20 ans vers le myélome multiple est de 58 %. Alors, on ne parle pas du même MGUS. Et comment savoir quand référer un MGUS? Je vous dirais que c'est de le référer lorsqu'il y a une indication de procéder à une biopsie de la moelle osseuse. Donc, si un patient a un tableau de MGUS et qu'il présente une anémie inexpliquée, une insuffisance rénale inexpliquée, significative ou progressive, ou encore une hypercalcémie. Alors, on ne sait pas si cette protéine-là a un lien avec une présentation clinique qui pourrait coter pour nos fameux critères du CRAB. C'est une situation où on procède à une biopsie de la moelle osseuse. Si le patient présente des lésions osseuses aussi, par exemple, à une imagerie suspecte, on ne sait pas trop est-ce qu'il y a vraiment une composante lytique, on va aller faire une biopsie de moelle pour clarifier la plasmacytose médulaire. Si on a une suspicion d'amyloïdose, comme je vous mentionnais plus tôt, et on a un MGUS, un faible clone, il faut aller faire une biopsie de la moelle osseuse pour mieux étayer notre bilan. Ou encore s'il y a la présence d'un des facteurs de risque de progression. Alors, si je reviens ici, si on a un des facteurs de risque, soit que la paraprotéine est en haut de 15 grammes par litre, ou il s'agit d'un IgA par exemple, ou que le ratio des chaînes légères libres sériques est anormal, c'est recommandé de procéder à une biopsie de la moelle osseuse. Et le pourquoi, c'est afin de mieux statuer, est-ce que le patient est réellement un MGUS ou est-ce que le patient est plutôt un myélome indolent qui devrait être suivi de façon plus rapprochée. Je termine sur la présentation clinique du myélome, juste en vous glissant un mot du plasmacytome, parce que ça, c'est une présentation aussi que vous pourriez voir en clinique de première ligne. Et un plasmacytome, en fait, c'est un amas de plasmocytes qui va se présenter soit au niveau osseux ou au niveau des tissus mous. Rappelez-vous, je vous ai présenté les images lorsqu'on parlait des critères diagnostiques du myélome multiple symptomatique. Et parfois, le plasmacytome va se présenter de façon tout à fait isolée, c'est-à-dire qu'on va le prouver par biopsie, ça nous prouve un plasmacytome, le patient va être référé au centre de référence pour le bilan complet. Dans la moelle, on ne trouvera aucun plasmocyte, on ne trouvera aucune autre lésion osseuse et aucun des critères qui définit le myélome ne sera présent. C'est des patients qu'on va aborder par radiothérapie à dose beaucoup plus élevée, donc à dose, si vous voulez, curative au niveau du plasmacytome. Et parfois, ces patients-là peuvent avoir aucune atteinte au niveau de la moelle osseuse, mais parfois, on peut avoir une légère atteinte au niveau de la moelle osseuse et ce sera un plasmacytome avec envahissement médulaire minimal. Alors, vous voyez que le myélome multiple de multiples visages peut se présenter à différents stades, de différentes façons. Souvent, ce qu'on va voir, c'est la découverte fortuite lors d'un bilan sanguin. On fait un bilan sanguin et on découvre une paraprotéine monoclonale. Ou encore, on va découvrir le myélome lors d'un bilan qui va être effectué pour l'investigation d'une plainte clinique, une douleur osseuse, de l'anémie, de l'insuffisance rénale, de la fatigue. C'est difficile à le suspecter, j'en conviens, mais il faut y penser, il faut rester alerte. Et quelles investigations demander maintenant lorsque on a un patient devant nous, on suspecte que la cause de ces symptômes pourrait être une paraprotéine monoclonale? Qu'est-ce qu'on doit faire comme bilan? Au niveau du bilan sanguin,
c'est de faire tout d'abord le bilan de base. Donc, une formule sanguine complète. Est-ce que j'ai de l'anémie? Et si j'ai de l'anémie, c'est de faire le bilan de l'anémie. Parce qu'une anémie pourrait être par manque de fer, pourrait être par inflammation, pourrait être de différentes causes, différentes origines. Donc, il faut quand même faire un bilan sanguin de l'anémie. La vitesse de sédimentation va nous aider aussi dans les cas de myélome multiple actif symptomatique, ça va être très élevé. Ion urique-créate, donc le bilan rénal. Est-ce que j'ai une insuffisance rénale qui accompagne par exemple une anémie ou une vitesse de sédimentation élevée? Le calcium doit toujours être dosé en même temps que l'albumine, car il faut corriger le calcium pour l'albumine. Et ça nous permet d'être sûr est-ce qu'il y a une hypercalcémie qui accompagne la présentation clinique du patient. Le sommaire microscopique des urines aussi peut être effectué. Le myélome peut se présenter avec des atteintes rénales parfois de type d'amyloïdose, donc peut donner parfois des protéinuries. Et un petit indice que je vous donne ici lors du bilan sanguin, parce que l'électrophorèse des protéines sériques, tout ça peut prendre parfois un certain temps à obtenir en clinique, mais lorsqu'on demande les protéines sériques totales, s'il y a une paraprotéine monoclonale sous-jacente, les protéines sériques totales vont être plus élevées que la normale. Alors, on va par exemple retrouver une albumine normale ou une albumine abaissée par le tableau inflammatoire et on trouve un taux de protéines sériques totales très élevé. Ça nous met la puce à l'oreille qu'il y a probablement une paraprotéine monoclonale qui se cache en dessous de ça. Et le bilan sanguin vraiment de la paraprotéine monoclonale, c'est le dosage des immunoglobulines totales, IgG, IgA, IgM, l'électrophorèse des protéines sériques, l'immunofixation sérique et le dosage des chaînes légères libres sériques. Alors, c'est ces éléments-là que l'on doit demander pour investiguer la paraprotéine en premier lieu. On va traverser chacun de ces différents tests pour clarifier le tout. Donc, la paraprotéine monoclonale, c'est vraiment ce qui va être sécrété par le plasmocyte anormal et c'est ça qui cause les complications organiques du myélome multiple. Vous avez ici l'image, donc vous avez la chaîne lourde avec la chaîne légère qui peut être attachée à la chaîne lourde, donc qui nous donne une immunoglobuline intacte. Et vous avez les chaînes légères qui peuvent être libres d'une chaîne lourde et donc être légères et libres, qui vont être dosées par le dosage des chaînes légères libres sériques. La chaîne lourde de l'immunoglobuline, le plus souvent, ça va être un IgG ou un IgA que l'on va retrouver. Myélome multiple à IgM, IgD, IgE, ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. Et les chaînes légères, ça va être soit kappa, soit lambda. Je vous ai mis ici les trois entités, donc je veux juste vous glisser un mot. Antérieurement, il y avait beaucoup de myélomes qui étaient classifiés comme des myélomes non sécrétants ou oligosécrétants, c'est-à-dire des situations où le patient se présente avec une atteinte clinique du myélome, mais on ne détecte pas de paraprotéines circulantes au niveau sanguin. Eh bien, maintenant qu'on a le dosage des chaînes légères libres sériques, qui est un test très, très sensible, vous allez le voir un petit peu plus tard, pour détecter une dyscrasie plasmocytaire, plusieurs de ces myélomes qui avaient été catégorisés comme non sécrétants ou oligosécrétants, maintenant sont catégorisés comme des myélomes multiples à chaîne légère. Ça représente environ 15 à 20 % des cas de myélomes multiples qui n'auront pas de chaîne lourde, mais qui vont se présenter seulement avec une chaîne légère libre kappa ou lambda élevée. Et c'est une entité à part entière. Et les myélomes non sécrétants où l'on ne détecterait pas du tout de chaîne légère libre sérique élevée, c'est très très rare. Maintenant, on parle là de moins d'1 %. Donc, ça existe, mais c'est très très rare. En général, les chaînes légères libres sériques vont nous permettre de détecter la dyscrasie plasmocytaire. Je vais en reparler aussi un petit peu plus tard. Lorsqu'on parle de l'électrophorèse des protéines sériques, en fait, c'est un test qui va être quantitatif. Donc, vous voyez ici, on regarde au niveau du sang les différentes protéines présentes. Donc, vous avez l'albumine là, qui est le grand pic initial. Ensuite, vers la fin, vous avez une bosse qui est en fait la dernière vague, si je peux dire.
c'est la vague des immunoglobulines. La première est belle, donc c'est toutes des immunoglobulines polyclonales sans qu'il y ait de pic monoclonal. Lorsqu'il y a un myélome et un pic monoclonal, si vous regardez l'image de droite, vous allez voir à la fin, on n'a plus la belle vague comme on avait sur l'image normale, mais on note vraiment un pic monoclonal et ça, c'est l'immunoglobuline anormale, la paraprotéine anormale sécrétée par le plasmocyte anormal qui va être détecté et c'est ça qu'on mesure lorsqu'on dit qu'il y a un pic monoclonal à par exemple 20 grammes par litre. L'immunofixation sérique, ça va nous permettre de nous dire ce pic monoclonal, qu'est-ce qu'il est exactement, de quelle origine il est. Donc, ça va être de qualifier la paraprotéine monoclonale. Et ici, vous voyez la ligne du bas, c'est le pic monoclonal qu'on retrouvait à l'électrophorèse des protéines sériques. Et on voit que lorsqu'on veut identifier ce pic, il s'agit d'un IgG kappa et on retrouve aussi la kappa au niveau de l'urine. Donc, l'immunofixation, c'est vraiment un test qualitatif qui va nous dire quel type de paraprotéine sous-jacente on a. Les chaînes légères libres sériques, c'est un test très sensible. En fait, c'est le ratio entre la chaîne légère libre kappa et lambda que l'on va utiliser surtout, qui doit être entre 0,26 et 1,65. Vous voyez les sensibilités, l'électrophorèse va détecter une paraprotéine là, de 1 à 2 grammes par litre. L'immunofixation sérique est plus sensible que l'électrophorèse, donc on va aller chercher une paraprotéine monoclonale de 0,15 à 0,5 grammes par litre, mais regardez, les chaînes légères libres sériques vont aller chercher avec une meilleure sensibilité, là on parle de moins de 0,001 grammes par litre. C'est pourquoi c'est un test qui est très sensible et utilisé maintenant. Juste quelques points à savoir lorsqu'on l'utilise en clinique, c'est sûr que c'est un test qui a des fluctuations fréquentes. Par exemple, un contexte d'inflammation, un contexte d'infection peut faire monter des chaînes légères, peut faire monter le ratio, donc modifier notre valeur. Un contexte d'insuffisance rénale chronique aussi. Dans l'insuffisance rénale chronique, souvent on va voir une élévation de la chaîne légère kappa et qui secondairement va amener une élévation du ratio. Donc ça, c'est toutes des petites particularités du test qu'il faut être à l'aise là à manipuler et aussi à interpréter. Donc si vous pouvez retenir une chose au niveau du dosage des chaînes légères libres sériques, c'est de 1, pas hésiter à appeler l'hématologue si vous avez des questions sur l'interprétation de ce test-là, et c'est de 2, ne pas hésiter à répéter le dosage. Si on n'a qu'un seul dosage, des fois de répéter le dosage nous permet d'avoir une meilleure interprétation du test. Je vous mets juste quelques études pour vous démontrer que maintenant, ça fait partie de notre bilan de base. Puis un petit peu, après ça, on va se diriger vers la fameuse collecte urinaire qui était faite antérieurement. Est-ce qu'on doit toujours la faire? Ça reste une grosse question. Alors, je vous présente ici la première étude qui date de 2006. C'était environ 430 patients qui avaient une gammapathie monoclonale et l'expression urinaire de la paraprotéine monoclonale était présente. Alors, chez ces patients-là, on s'est dit, si on laisse tomber l'urine et on fait l'électrophorèse, l'immunofixation et le dosage des chaînes légères libres sériques. En faisant ces 3 tests-là, on a seulement manqué 2 des 428 cas, donc 0,5% des patients avaient une protéine monoclonale urinaire, mais les autres 3 tests, l'électrophorèse, l'immunofixation et les chaînes légères libres sériques étaient tous dans les limites de la normale. Donc, c'est des patients qu'on a manqués. Par contre, ces 2 cas-là dans l'étude ne nécessitaient pas d'intervention médicale. Donc, c'était des stades de MGUS et non pas des stades où on aurait dû agir. Une autre étude de plus grande envergure, près de 1900 patients avec gammapathie monoclonale, ils ont regardé si on dépistait avec l'électrophorèse des protéines sériques et les chaînes légères libres sériques versus si on devait ajouter l'immunofixation sérique à ces 2 tests. Et le fait de laisser tomber l'immunofixation sérique ne diminuait pas la sensibilité pour détecter les cas
de myélome multiple. Ici, je vous ai donc mis un tableau résumé qui a été publié en 2009. Qu'est-ce qu'on devrait faire au screening d'une gammapathie monoclonale. Et vous voyez ici que pour nos pathologies fréquentes comme le myélome multiple indolent qui est SMM et le MGUS, juste de faire l'électrophorèse des protéines sériques et les chaînes légères libres sériques, c'est suffisant en frais de screening généralement pour attraper notre paraprotéine, notre gammapathie monoclonale. Par contre, si vous regardez les entités vers la fin qui sont un petit peu plus rares et parfois avec de plus faibles clones, comme un plasmocystome ou comme l'amyloïdose, là par contre, c'est important de compléter avec l'immunofixation sérique et même par exemple dans les cas d'amyloïdose, les analyses urinaires. Donc, la collecte urinaire des 24 heures, je vous dirais que ça va être fait par le centre de référence. Ce n'est pas un test qui est à faire en première ligne en frais de dépistage de la gammapathie monoclonale. Elle est encore tout indiquée lorsqu'on suspecte ou on diagnostique une amyloïdose, même voire essentielle au moment du diagnostic. Et lors d'un diagnostic de myélome, elle ne sera pas utilisée pour le screening et le dépistage, mais lorsqu'on porte notre diagnostic, en général, elle va être effectuée au moins une fois au moment du diagnostic pour étayer le dossier du patient, mais n'est donc pas à faire en première ligne. La biopsie de la moelle osseuse. La biopsie de la moelle osseuse sera faite par le centre de référence, mais c'est un test qui nous permet vraiment d'établir la plasmocytose médulaire, donc d'aller chercher plus d'informations sur la maladie du patient, dont la génétique. La génétique du myélome multiple est de plus en plus importante. Ça oriente nos traitements, ça oriente le pronostic du patient aussi. Donc, c'est vraiment avec la biopsie de la moelle osseuse qu'on va aller chercher cette information-là. Et aussi, ça nous permet de voir s'il peut y avoir une présence concomitante d'amyloïdose. Le pronostic, j'en glisse un petit mot. Donc, comme je viens de vous dire, on va aller chercher surtout avec la génétique qui va être fait par FISH, qui est un test spécial au niveau de la biopsie de la moelle osseuse. Mais à savoir qu'il y a quand même certains bilans sanguins qui vont nous aider à établir le pronostic du patient selon le score ISS révisé. C'est le score de stadification internationale qui prend en compte la génétique, mais aussi les valeurs de bêta-2 microglobuline, d'albumine, sérique et de LDH. Alors, c'est pourquoi vous allez voir souvent ces tests-là demandés dans notre bilan de gammapathie monoclonale. L'imagerie osseuse, je vous dirais qu'en première ligne, on va être tenté de faire une radiographie, une série osseuse métastatique. C'est un bon test de dépistage, mais ça prend une bonne atteinte osseuse pour voir le déficit sur la radiographie. Donc, de plus en plus, l'investigation d'une gammapathie monoclonale, on bouge vers des techniques d'imagerie plus sensibles, le TACO, la résonance et même le TEP scan qu'on va voir utiliser de plus en plus au fil des prochaines années dans les contextes parfois de plasmocystome ou de myélome indolent, qu'on veut bien être sûr qu'il n'y a pas de myélome actif caché qui nécessiterait une prise en charge différente avec un traitement. Donc vraiment, les imageries, c'est de pousser quand on a une suspicion. Aller peut-être avec un TACO, une résonance pour voir si on ne détecte pas quelque chose que la radiographie aurait manqué. Une suspicion d'amyloïdose, c'est plus au niveau interniste ou au niveau peut-être deuxième, troisième ligne, mais parfois peut se présenter aussi au médecin de famille. C'est sûr que j'en glisse juste un mot en disant que ça prend un bilan qui va être beaucoup plus extensif parce que les atteintes d'organes cibles sont différentes dans l'amyloïdose que par rapport au myélome multiple. Alors maintenant qu'on a parlé de quand suspecter le myélome multiple, de comment l'investiguer, je termine en vous donnant les pistes de quand référer le patient à l'équipe d'hémato-oncologie. Si vous avez un myélome actif, et j'espère vous l'avoir bien démontré avec les critères diagnostiques, les nouveaux critères de 2014, si on a une atteinte d'un organe cible, c'est une référence urgente. D'emblée, c'est urgent, le patient doit être vu rapidement et le traitement sera débuté rapidement en hématologie parce qu'on le sait, plus on attend, plus il y a des délais, plus il y a des complications malheureusement. Si vous avez un patient qui a un MGUS de risque intermédiaire ou élevé, donc qui va présenter une
indication de biopsie de la moelle osseuse, c'est une indication de référer en hématologie pour qu'on puisse procéder à cette biopsie et donner les recommandations de suivi au besoin. Si on suspecte l'amyloïdose aussi, ça nous fait plaisir de les évaluer en hématologie pour tirer la question au clair. Et toute situation clinique ambiguë, vous l'avez vu, le myélome multiple, c'est sournois, ça a multiples visages, donc des fois on est embêté de faire évaluer le patient en hématologie pour un bon tour complet, c'est une indication de référence aussi. En première ligne, la prise en charge de première ligne, c'est sûr que c'est lorsque le patient se présente avec les complications du myélome multiple. Faut pas hésiter à référer ces patients-là à l'urgence aux besoins. S'il y a une anémie sévère avec besoin de transfusion, une hypercalcémie aiguë qui doit être prise en charge avec de l'hydratation, un biphosphonate, une insuffisance rénale sévère ou une compression neurologique. Donc, référer ces patients-là à l'urgence, c'est la meilleure façon pour une prise en charge rapide et multidisciplinaire. Parce que les patients de myélome pourraient avoir besoin de radiothérapie urgente, de chirurgie urgente ou encore de dialyse, dépendamment comment ils se présentent. Et si des fois le cas n'a pas de complications urgentes, mais c'est des patients qui vont être vus rapidement en hématologie, mais c'est des patients qui ont parfois des douleurs. Donc, d'ajuster l'analgésie en attendant la consultation, la prise en charge, aussi d'ajuster la médication en insuffisance rénale, quelque chose qu'on oublie parfois, mais qui est important aussi à faire. Et bref, la référence en hématologie, plus la référence qui va nous être envoyée va être complète, plus on va pouvoir donner un délai adéquat pour voir chaque patient. C'est-à-dire, si j'ai une demande de consultation avec juste l'électrophorèse des protéines sériques et pas le dosage des chaînes légères libres sériques, par exemple, je pourrais mal classer le patient et faire en sorte qu'un délai supplémentaire s'ajoute. Un patient qui aurait, par exemple, une chaîne légère à 13 000 va être traité différemment qu'un patient qui a une chaîne légère à, pour dire quelque chose, 50. Donc, vraiment d'avoir un bilan complet de votre paraprotéine, ça va aider à mieux orienter votre patient dans des délais adéquats. Et c'est de ne pas hésiter aussi à appeler l'équipe d'hématologie si vous êtes embêté sur un bilan demandé ou sur l'orientation du patient. Ça nous fait toujours plaisir de répondre là, aux questions. Alors, en conclusion, j'espère que ce webinaire vous aura aidé vraiment pour les professionnels de la santé en première ligne qui, vous avez vraiment un rôle essentiel à jouer. On l'a vu, les patients avec myélome multiple se présentent à vous en première ligne. Donc, j'espère qu'avec le webinaire, vous êtes mieux outillés pour suspecter le myélome et le reconnaître avec ces différentes présentations cliniques, que vous êtes mieux outillés aussi pour demander l'investigation de base, nos différents tests, et mieux outillés pour référer le patient rapidement. Parce qu'encore une fois, j'insiste sur le message, une prise en charge adéquate et rapide en première ligne, c'est essentiel pour le patient. On évite les complications qui peuvent survenir lorsqu'on a des délais supplémentaires. Alors voilà, je suis prête maintenant pour les questions. Merci pour cette excellente présentation, Dr Côté, très informative. Et puis effectivement, il nous reste encore un peu de temps pour quelques questions. Avant de passer à la période de questions, j'aimerais rappeler à l'audience que pour soumettre vos questions, vous devez les taper dans la boîte Q&A à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur le bouton vert situé dans le coin en bas à gauche de l'écran de la présentation. Et une des premières questions qui est apparue, c'est concerne l'électrophorèse urinaire. Mais vous y avez répondu partiellement. L'électrophorèse urinaire nécessite une collecte des urines sur 24 heures, mais est-ce qu'on peut la demander au diagnostic à la place des chaînes légères libres? Donc, en fait, on a un peu abordé le sujet dans la présentation, mais je vous dirais que l'essentiel pour un screening ou diagnostic de première ligne, c'est pas de faire la collecte urinaire des 24 heures avec l'électrophorèse et l'immunofixation urinaire. Le dosage des chaînes légères libres sériques va nous donner une très bonne sensibilité. Vous l'avez vu au niveau des différentes études que j'ai montrées.
Donc, de combiner l'électrophorèse des protéines sériques avec le dosage des chaînes légères libres sériques, en général, c'est bien suffisant pour suspecter et dépister le myélome multiple en première ligne. Donc, vraiment, les tests urinaires, je vous dirais qu'en première ligne vont être faits ou par exemple par l'interniste ou le néphrologue, vont être faits beaucoup plus dans les situations où on suspecte une amyloïdose ou qu'on a un syndrome néphrotique urinaire, par exemple. Donc là, oui, c'est vraiment recommandé de, compléter le bilan avec la collecte urinaire des 24 heures et l'immunofixation urinaire. Mais pour ce qui est d'un dépistage de première ligne, on ne fait plus de collecte urinaire maintenant. Dans un cas de myélome, elle sera faite probablement une fois au diagnostic pour savoir si le patient présente une protéinurie de Benz-Jones, mais pour le dépistage, vraiment, les chaînes légères ont pris la place de la collecte urinaire, là. OK. Justement, dans la même lignée que cette question-là, dans certaines institutions, lorsque le dosage des chaînes légères libres est demandé par un médecin généraliste, le dosage n'est pas toujours effectué. Donc une des questions, c'est pourquoi est-ce que c'est pas effectué ou comment peut-on s'assurer qu'il soit fait? Alors, ici, au niveau de notre centre, c'est un test qui est disponible aux médecins de famille. Donc, un médecin de famille peut le demander et va avoir le résultat. Je vous dirais que dans les centres où ce n'est pas possible, probablement que la façon de l'obtenir, c'est d'appeler le service d'hématologie et de discuter avec l'hématologue du cas ou du patient que vous avez. Parfois, ça peut probablement ajouter des délais supplémentaires dans l'investigation d'un patient qui a une paraprotéine à l'électrophorèse. On veut compléter avec le dosage des chaînes légères libres sériques. Donc, je vous dirais que c'est de communiquer avec la personne qui vous permettrait d'ajouter ce test-là, parce que ça devrait être un test disponible pour notre première ligne. Comme vous l'avez vu, ça fait partie du bilan et ça nous aide aussi dans les références en hématologie à bien décider du délai de prise en charge de ce patient-là. OK. Nous avons encore le temps peut-être pour une dernière question, celle-ci d'ordre un peu plus général, et puis vous avez aussi pas mal abordé le point, mais les symptômes du myélome multiple sont souvent non spécifiques, comme vous l'avez bien souligné, mais qu'est-ce qui vous permet de suspecter un myélome multiple ou une gammapathie monoclonale plus qu'autre chose? Est-ce qu'il y a des points particuliers qu'il faut systématiquement penser pour pouvoir suspecter ça et puis enclencher tout le processus pour pouvoir identifier une paraprotéine? Je vous dirais que la clé, c'est d'avoir les fameuses présentations cliniques, les différents visages du myélome multiple, les avoir en tête, rester à l'affût. C'est sûr qu'un patient plus âgé qui présente une anémie, le bilan de paraprotéine fait partie du bilan d'anémie. Une insuffisance rénale, oui, ça peut être le diabète si le patient est diabétique, mais c'est de garder une puce à l'oreille si pourtant le diabète est bien contrôlé. Ah ben là, c'est peut-être de chercher un petit peu plus loin et de penser à la paraprotéine. Donc, l'anémie, souvent, c'est plus facile d'y penser, plus facile de l'ajouter dans notre bilan. L'insuffisance rénale aussi, on va le voir souvent. Parfois, ce qui est un peu plus difficile, c'est les fameuses douleurs osseuses. Donc, les douleurs osseuses, je pense que c'est bon de faire un bon examen physique, une imagerie pour essayer de voir s'il y a quelque chose sous-jacent à cette douleur osseuse-là. Bien sûr, c'est de garder en tête de ce qui est fréquent, puis ce qui est rare. Mais je vous dirais que c'est d'essayer d'avoir la puce à l'oreille si une douleur, par exemple, d'origine musculo-squelettique ne rentre pas dans l'ordre avec une approche de physiothérapie ou des anti-inflammatoires, donc le traitement de base, le traitement standard, pousser plus loin au niveau de l'imagerie, au niveau du bilan sanguin. Et même si le patient est jeune, ça peut être une présentation du myélome. Alors, je vous dirais, c'est de rester à l'affût, puis c'est de ne pas hésiter à y penser et à demander des tests. Merci encore, Dr Côté, pour votre implication dans le webinaire d'aujourd'hui. Je tiens à préciser que nous nous efforcerons de répondre individuellement à toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui et que nous n'avons pas pu aborder par manque de temps. Dr Côté, est-ce que vous avez un dernier commentaire pour clore cette session?
Mais en fait, un grand merci à vous. J'espère vous avoir donné les outils et l'information nécessaires pour suspecter le myélome multiple et un grand merci pour l'organisation du webinaire. Merci bien. Je voudrais aussi remercier The Binding Site qui a rendu possible l'activité éducative aujourd'hui. Ce webinaire sera disponible prochainement en visionnement sur demande. Vous recevrez un courriel de l'Abroots pour vous informer de la date à laquelle il sera accessible pour une relecture. Et je vous invite également à partager ce séminaire avec vos collègues qui n'ont pas pu assister à la présentation d'aujourd'hui. Merci à tous et au plaisir.